France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte des territoires français d'Outre-mer. Cette semaine, nous serons aux côtés des policiers de Mayotte qui travaillent dans des conditions de violence hors normes. A tout de suite. L'Australie continue d'étendre sa zone d'influence dans le Pacifique. Le pays a désormais un consulat implanté en Polynésie. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, est venue l'inaugurer. L'Australie veut accroître sa coopération avec Tahiti et ses îles, surtout en matière de développement durable. Natacha Silagi, Mirko Vanfo. L'hymne polynésien à la Chambre de commerce, un chaleureux bienvenue à l'université, mais des étudiants pas très tentés par l'Australie. J'ai plus choisi d'aller en France, continuer mes études après ma licence. J'aime bien étudier ici, j'aime bien le pays, c'est tout. La sénatrice australienne veut pourtant donner envie aux jeunes de tenter l'expérience dans un esprit de coopération et d'échange. Une autre manière de s'imposer dans la zone, comme un partenaire incontournable qui a désormais une représentation en Polynésie française. Car le consulat australien a désormais son étage en Polynésie, signe que les relations diplomatiques et commerciales vont évoluer. Nous sommes en plein tournant économique, donc je crois que travailler ensemble pour le monde que nous voulons dans la région est très important. Ça ne peut que s'intensifier, hein. C'est simplement, je veux dire, une recherche réciproque de partenaires aussi bien polynésiens qu'australiens. Dans le contexte indo-pacifique, l'Australie apporte son message. Elle souhaite une région stable, prospère et respectée, avec une ressource marine préservée, une sécurité sanitaire assurée et un environnement protégé. L'inauguration aujourd'hui à laquelle nous avons assisté, c'est le signe concret, opérationnel de cette collaboration entre l'État français et l'Australie. Le développement durable pour une région pacifique plus indépendante, le premier objectif de cette coopération avec l'Australie. Il était l'un des derniers signataires des accords de Matignon. Louis Cotra-Uregei, figure indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie, est décédé ce vendredi soir à Paris à 71 ans des suites d'une longue maladie. Président du Parti travailliste et fondateur de l'USTKE, premier syndicat indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie. Il était connu pour son intransigeance dans le dialogue social. Louis Cotra-Uregei était aussi un homme d'affaires. 2 adolescentes blessées par arme à feu aux abords d'un lycée à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre jeunes. L'un des suspects a été interpellé par la gendarmerie dans un autre lycée de l'Ouest guyanais à Mana. Les assistants d'éducation ont exercé leur droit de retrait en raison du climat d'insécurité permanent. Le lycée a été fermé durant 48 heures. Terence Moy, Éric Léon. En moins d'une semaine, près d'une dizaine de bagarres ont éclaté au lycée Léopold-Elfort de Mana. Les images visibles sur les différents réseaux sociaux sont frappantes. La situation s'est rapidement dégradée en quelques jours. Il y a eu une bagarre générale, ça a éclaté. Il y a eu des armes blanches, couteaux, marteaux et tout. C'était assez violent. Vous vous sentez toujours en sécurité dans cet établissement? Honnêtement, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement le fait qu'il y ait des armes présentes, donc bon, voilà. C'est pas la première fois qu'il y a ça dans notre lycée, c'est pas la première fois. Mais donc, on s'habitue avec le temps. C'est juste que peut-être il y a un manque de surveillance. C'était pas vraiment nécessaire, mais savoir plus de gens qui surveillent. Face au constat, les assistants d'éducation sont les premiers à réagir. Ils décident de ne pas assurer leur travail. Il faut tirer la sonnette d'alarme. La semaine dernière, on était à 1 combat par jour. On s'est retrouvé avec 5 combats sur les bras. Et hier, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec un combat, mais avec des armes en plus. Les gamins ont ramené un marteau, ils ont ramené des couteaux. C'est en train de dégénérer. Et quand on tire la sonnette d'alarme, on n'est pas forcément écouté en fait, sur la réalité du terrain. Le proviseur a décidé de fermer l'établissement pour 48 heures pour laisser le temps d'organiser des réunions en interne avec tout le personnel éducatif.
Une semaine marquée par les manifestations en France des enquêteurs de la police judiciaire contre la nouvelle organisation de la police voulue par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À Mayotte, où la réforme s'applique depuis 2020, la police est aussi confrontée à une délinquance hors norme. Reportage aux côtés de ces policiers dont les conditions de travail sont particulièrement dangereuses. C'est le dossier de l'Hebdo Outre-mer, signé Alda Halidi et Assadi Razafit Seheno. L'état du véhicule illustre le déchaînement de violence auquel sont confrontés les policiers de Mayotte. Une énième attaque survenue il y a un mois à peine sur les hauteurs de Tsunzu. Cette réalité, les policiers ne l'ont jamais connue ailleurs sur le territoire français. On ne peut pas patrouiller avec les vitres ouvertes. Tous nos véhicules sont blindés parce qu'il y a énormément de caillassage, c'est systématique. Dramé Diadier n'est pourtant pas un novice des terrains dangereux. Avant Mayotte, il a été policier à Marseille, sur Paris ou encore à Sarcelles. Mais depuis son arrivée sur l'île en 2018, il est confronté à une délinquance hors norme. Ici, on a des groupes qui sont assez mobiles, qui sont parfaitement adaptés à l'environnement. Maintenant, on organise des stratégies de manière à pouvoir occuper plusieurs fronts à la fois, de manière à les isoler et parvenir à les interpeller. En 2022, tous les auteurs de tentatives d'homicide en zone police ont été interpellés selon le parquet. Et sur les 4 affaires d'homicide, 2 ont déjà été résolues. De bons résultats sur les cas les plus graves qui ne diminuent pas les violences urbaines quasi quotidiennes. Damien Morteau est ancien CRS, il opère désormais à la police aux frontières. On fait ce qu'on appelle du saut de dessus, c'est-à-dire qu'on va descendre des véhicules, les individus interpellés vont partir en courant dans n'importe quelle direction, vont prendre des fois des risques incommensurables. Mais pas toujours facile de se maintenir en sécurité face à des individus plus déterminés que jamais. On avait pris en charge un individu qui voulait absolument pas être interpellé et dans sa fuite, pour couvrir sa fuite, il a pris un bébé de 2 ans qu'il a jeté du haut des escaliers. J'ai plongé pour récupérer le bébé et c'est là que je me suis fracturé 2 côtes et je me suis perforé le poumon. À Mayotte, près de la moitié des caillassages ciblent les forces de l'ordre. Des attaques en constante augmentation. Nous nous rendons maintenant en Martinique, dans la commune du Prêcheur. Un atelier d'insertion dirigé par d'anciennes couturières redonne une seconde vie aux déchets textiles pour en découdre avec le chômage dans les quartiers difficiles du nord de l'île. C'est la bonne idée de la semaine. Reportage Maurice Violton et Marc Balsa. Une boutique de la rue Victor Hugo, centre-ville de Fort-de-France, pas franchement comme les autres. On y vend des articles issus de matières souples, de tissus récupérés comme ces sacs. C'est vrai que c'est du recyclage, mais j'ai beaucoup apprécié le concept puisque j'en ai fait une acquisition pour une amie et ce modèle a beaucoup plu. Pas que des sacs, des sets de table, des coussins, plein d'autres choses encore qui sortent d'ici, dans cette unité de production basée au Prêcheur. Il s'agit de chantiers et ateliers d'insertion dirigés par l'association Les Ateliers Solidaires et Créatifs, à sa tête d'anciennes couturières. C'est au sein d'une association où on évoluait entre couturières, entre artisans de l'habillement. Nous avons décidé de gérer un petit peu les déchets parce qu'il y avait matière à créer de l'emploi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous ramène des chutes de matelas. Super, on en a besoin, vraiment en ce moment. Une tâche immense et l'idée de créer un chantier d'insertion dans une zone sinistrée du point de vue économique. En août 2020, naissent les artisans du recyclage. Plus de 2 ans après, la structure tourne à plein régime. Vêtements usés, déchets de la profession et même des chutes de production industrielle affluent sur le site. C'est une commande d'un restaurant plutôt qui a été faite. Et ces coussins ont été faits de madras, de jeans, en patchwork. En tout, l'atelier accueille en plus de 3 permanents, 16 salariés en insertion, en provenance essentiellement de la zone nord de l'île. La preuve en tout cas que l'idée de recycler et d'en faire tout un secteur d'activité est devenue une réalité au Prêcheur. C'est l'événement de l'année à La Réunion, la 30e édition du Grand Raid, un des ultra-trails les plus difficiles au monde. Les 6502 coureurs ont pris le départ des 4 courses ce jeudi. L'épreuve phare est la Diagonale des Fous, la plus longue et la plus difficile des courses, 165 km pour 10 210 mètres de dénivelé positif.
Et c'est le Zambrocal Trail qui a ouvert le bal, une course par équipe de 4 relayeurs, 194 équipes, parmi lesquelles Run Andy Move et Réunion Aventure Joëlette, 2 associations qui permettent aux personnes à mobilité réduite d'être elles aussi sur les sentiers. Claudette Weitilengom et Daniel Fontaine. Attention, grosse manche. C'est en 1988 que Joël Claudel, un métropolitain accompagnateur en montagne, conçoit ce qui deviendra la Joëlette pour emmener à La Réunion son neveu atteint de myopathie, découvrir notre île par ses sentiers. Cette monture particulière et ses porteurs font partie intégrante du Grand Raid depuis maintenant quelques années, avec notamment ce refrain que l'on entend de loin. Dans cette ambiance bon enfant, des personnes à mobilité réduite peuvent vivre la course à l'aide de bénévoles au grand cœur. On est issus de tous les milieux, de charpentiers, assureurs, tout d'éducation nationale, des kinés. Voilà, il y a une émotion qui est arrivée, il y a quand même quelque chose qui est indescriptible, il faut le faire. Une aventure humaine et sportive avec un effort différent qui reste intense grâce à ce fantastique fauteuil tout-terrain qui pèse tout de même 27 kilos, auquel il faut ajouter le poids du porté. Quand on porte les Joëlettes, c'est toujours sous forme de relais, d'accord ? Et quand il y a des difficultés plus importantes, notamment des fortes pentes, il n'y a pas qu'une personne devant, une personne derrière. Là, il y en a derrière qui vont pousser, il y en a devant qui vont tirer. Donc c'est vraiment un ensemble. La performance sportive est remarquable, mais elle s'efface devant le bonheur des portés, pour qui cette parenthèse sportive représente une grande respiration. C'est la première fois que j'ai fait le Talibi. J'ai trouvé que c'était génial. C'était bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Moderne. Je peux pas dire, c'est magnifique. Cette chaîne de solidarité et d'entraide permet de gommer les différences et d'aider les familles dans leur bataille pour que ces personnes ne restent pas isolées et tombent dans l'oubli. C'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur france24.com. Aux 4 coins du monde. Partez aux 4 coins du monde avec France 24 pour tout savoir de l'actualité internationale. Parcourez les continents avec nos correspondants. Allez à la rencontre de ceux qui font l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique. Rendez-vous sur France 24 chaque jour pour un nouveau voyage. Ne manquez pas aux 4 coins du monde sur France 24 et France24.com.